Ce soir, soirée pizza. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Soirée Pizza, une émission où avec un ou deux invités, nous discutons d'un sujet sympa autour d'une belle pizza. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série humoristique française qui a eu un énorme succès sur les écrans et qui a fait ses débuts au cinéma il y a peu. Vous l'avez peut-être déjà compris, il s'agit de Kaamelott. Et avec moi, pour en parler aujourd'hui, la légende dit qu'elle est de la famille de la duchesse d'Aquitaine, son avis est plus affûté qu'une dent de furet, et elle a assisté à toutes les représentations du festival de l'hiver à Tintagel. Salut Sarah. Bonjour. Alors comment ça va déjà Sarah? Ça va déjà, très bien. J'ai déjà envie de débunker quelque chose. Vas-y. Soirée pizza, on a mangé des croissants. Oui. Bon, Effectivement. mais on parle quand même. Voilà. Alors, déjà merci d'avoir accepté mon invitation Avec à plaisir. cette midi petit déj du coup. On va commencer tout de suite avec le oui, c'est pourquoi. Oui, c'est pourquoi, oui, c'est pourquoi, oui, c'est pourquoi, oui, c'est pourquoi. Ah, je vous attendais. Allez, en place, on va commencer de suite le bazar. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as découvert la série Kaamelott? Alors, Kaamelott, en fait, moi, depuis que je suis toute petite, je suis une enfant de la télé. Avec mes parents, quand on mangeait, on regardait pas les infos, on regardait la série de M6. Je sais pas quel âge ont les gens qui vont nous écouter, mais en gros, avant, à 20h, c'était toujours Notre Belle Famille, Madame est servie, toutes ces séries-là. Et après, ils ont commencé à mettre des petits programmes courts, tels que Caméra Café, dont j'étais très très fan à l'époque, je regardais tout le temps. Et un jour est arrivé Kaamelott, et j'ai détesté. J'ai détesté les premiers épisodes de Kaamelott que j'ai vus, je comprenais pas le parler, je comprenais pas les blagues, j'étais à l'ouest. T'avais quel âge quand J'avais 17-18 ans. Ah oui, quand même. Ouais, et vraiment j'accrochais pas du tout. Et quelques années plus tard, je retrouve une pote avec qui que j'avais perdu de vue, et on est à l'époque de la saison 4, donc avec cette grosse morue de l'évanouie. Et où l'intrigue commence à prendre un peu place, quoi, dans Kaamelott. Oui. On n'est plus sur de la blague, on n'est plus sur de l'épisode rigolo, tout ça. Enfin, c'est toujours rigolo, évidemment. Et on m'avait prêté, à l'époque, le DivX avec tous les épisodes de la saison 4. C'est pas joli, c'est du téléchargement, je sais. Et là, j'ai surkiffé. Et je me suis mise à tout regarder, tout voir, tout connaître par cœur. Et depuis, j'ai tous les DVD de absolument tout ce qui est sorti de Kaamelott. Je les ai tous prêtés à droite à gauche, faut que je les récupère. Mais voilà, comment j'ai découvert Kaamelott. Ok, c'est marrant du coup le fait qu'au début c'est pas passé du tout sur toute la ligne. Du coup, l'humour tu comprenais pas, les personnages tu t'y attachais pas, l'univers te plaisait pas plus que ça. Pas du tout. Et que finalement, en revenant dessus plus tard par le biais de quelqu'un d'autre, en fait, t'es appris à découvrir et à apprécier cette série. Mais du coup, tu penses que c'est plus parce que l'histoire vraiment décolle et qu'on commence à avoir plus d'intrigues, plus de background, on va dire. Je pense que ça a joué, le fait qu'il se passe des choses un peu plus sérieuses. Moi, de toute façon, je fais partie de l'école qui aime les saisons 5 et 6, je pense qu'on va en reparler plus tard, mais ouais, le fait qu'il se passe vraiment quelque chose, que ce soit pas juste une succession de blagues, et pas juste Perceval et Caradoc qui font les débiles, que maintenant j'adore et que j'idolâtre, Perceval étant... peut-être pas mon chouchou, mais il en fait partie. Okay. Mais au début, je trouvais ça tellement absurde. Il y avait pas de quoi s'attacher au perso, selon moi, en voyant ça comme ça, voilà. Mais en ayant plus une continuité et une réelle intrigue qui s'est installée, là, forcément, ça finit par conquérir. C'est marrant parce que du coup, pour toi, l'intrigue, c'était pas du tout cette quête du Graal. Non, pas du tout. Mais la quête du Graal, moi, je crois que je passe encore un peu à côté, hein, comme... tous les chevaliers. Je crois qu'il y a qu'Arthur qui en a conscience, et Lancelot, bien sûr. Mais non, moi je passe à côté de la quête du Graal. Ok. Alors, du coup, c'est super intéressant parce que maintenant je vais te demander comment est-ce que tu présenterais cette série à quelqu'un qui ne l'a jamais vue. Je ne sais pas. Je pense qu'au vu de tout ce qui a été fait maintenant, parce que s'il s'agissait de juste présenter les 2 premières saisons, voilà, si t'as envie de te marrer, mais ça reste un humour particulier quand tu es pas habitué, mais si t'as envie de te marrer, regarde ça. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est déjà un objet artistique, on peut plus parler de série. Si tu veux te bidonner, regarde ça. Si t'as envie de ressentir des choses, regarde ça.
Et si t'as envie de regarder un objet fini, fait par quelqu'un qui avait à cœur de faire ce qu'il avait envie de faire, faut foncer. Ok. Oui, alors, effectivement, si tu veux te bidonner, regarde, mais pas la dernière saison. C'est ça. Tiens-toi les 3 premières, allez jusqu'à la 4, mais après, c'est vrai qu'il y a compliqué. vraiment 2 parties, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est quand même quelque chose de très rare, enfin, de mon point de vue, une série qui, du début jusqu'à la fin, est menée de bout en bout, est vraiment aboutie, et surtout où la fin n'a pas été faite trop vite, Ouais. ou juste là, c'est parfaitement timé, c'est bien pensé, et tu sens que le créateur a pu faire vraiment ce qu'il voulait de sa série, en fait. Ça, c'est essentiel, surtout avec tout ce qu'on sait de la fanbase qui a des attentes énormes et tout. Et de pas se laisser aller à écouter, tiens, qu'est-ce qui ferait plaisir aux gens, mais qu'est-ce qui me fait plaisir à moi, et tout à pour fait. tout artiste, Surtout à c'est notre la base, époque quoi. où les réseaux sociaux sont très très importants. Ouais, c'est clair. Donc, ok. Et alors, attends, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Et toi, comment t'as découvert Kaamelott ? Alors, moi, je l'ai découvert par le biais de mon père qui regardait ça en général le week-end ou le soir, pareil, à la télé. Et juste, j'étais sur le canapé à côté et voyant mon père rire à absolument toutes les blagues de Kaamelott, j'ai finalement très vite pris le truc aussi. Ouais. Je pense qu'effectivement, un des personnages qui m'a le plus plu au début, après moi j'étais quand même assez jeune, je pense que je devais avoir peut-être 14-15 ans. Ok. Du coup, l'humour, en fait, a été vachement plus facile pour moi à saisir. D'autant plus que je n'ai pas d'humour, personnellement. Le second C'est ce que tu crois. Non, mais j'ai du mal à le saisir. Donc, le second degré, c'est quelque chose qui, potentiellement, peut être très dangereux pour moi, puisque je ne le comprends pas. Et là, par contre, l'humour de Kaamelott, ça a été quelque chose qui m'a vraiment fait rire sans que j'ai besoin de me creuser la tête de savoir si c'était une blague ou pas. Donc, c'est une blague, c'est clair. Voilà, y a là, pas de doute, c'était affirmé, affiché, il y avait pas de souci là-dessus. Donc, effectivement, Kaamelott, c'est vraiment... ça a été une découverte familiale avant tout, où effectivement, toute la famille a pu sortir les c'est pas faux, cuillères et compagnie. Ah, ça c'est trop marrant. Les dîners, c'était les mêmes qu'à la table du roi ou... Alors... Ça s'envoyait des fions? Non, pas du tout, parce que effectivement, avec mon père, on s'envoie pas des fions. Vaut mieux pas. Mais c'était un truc qui réunissait un peu toute la famille. Donc effectivement, Kaamelott, c'est quelque chose de très, très familial de mon point de vue. Trop chouette. Mais ce qui fait aussi que j'ai pas vu les dernières saisons avant très longtemps. Parce qu'on regardait toujours les 3-4 premières. Et à l'époque, je n'avais pas l'argent pour acheter la suite en DVD, donc, et M6 ne passait que les 3-4 premières saisons. Donc voilà. Mais oui, mais tant mieux, du coup, si on est plus ou moins toutes les deux amatrices de Kaamelott. Ça aide, pour en parler. Un point de vue négatif aurait été sympathique aussi, mais du coup, là, on va pouvoir un peu plus creuser les apparences de la série. Et du coup, il est temps de faire la dégustation. La dégustation. Tu vas voir, ça fond dans la bouche. Du coup, je vais te poser quelques petites questions qui seront des sortes d'ouverture et on va essayer de développer un petit peu ce qu'on peut en tirer. Puisqu'on en parlait tout à l'heure, Perceval et Caradoc, qui sont 2 personnages très... pas influents dans la série, mais très importants, en tout cas aux yeux des téléspectateurs, qui sont clairement le duo comique de la série. Est-ce que tu penses que s'il n'y en avait eu qu'un seul, ça aurait aussi bien marché? C'est une bonne question, ça. Je pense que le personnage de Perceval peut très bien fonctionner tout seul. Et il est jamais vraiment tout seul. S'il est pas avec Caradoc, il est avec Arthur. Et le duo Perceval-Arthur, moi, me touche énormément. Caradoc tout seul, c'est plus compliqué. Caradoc est difficile d'exister sans Perceval, parce qu'ils sont tellement complémentaires l'un et l'autre. Mais pour moi, Perceval est capable d'exister sans Caradoc. Clairement, Caradoc ne peut pas fonctionner sans Perceval. Il a besoin de la bêtise de son pote pour lui paraître intelligent. Aux yeux des autres, je pense. La bêtise. Même si Perceval n'est pas bête. Il est naïf, mais il n'est pas idiot. Loin de là, je pense. Mais, Perceval peut exister sans Caradoc, mais pas le contraire à mes yeux. Ok, mais tu penses que du coup, Perceval garde quand même tout l'humour qu'on lui donne dans la série, même s'il est tout seul? Non. Parce que ça va changer. Non, c'est plus une caution comique. Là, ça devient un personnage extrêmement touchant. Quand il est avec d'autres personnages, il est touchant, il est attachant. On est plus dans l'émotion que dans le rire. Que dans le rire. Oui, mais c'est vrai que pour la caution comique, oui, c'est eux deux. Ouais, c'est eux deux ensemble. Ok, oui, parce qu'effectivement, finalement,
ils se soutiennent plus ou moins dans leurs conneries, Ouais. et si t'en enlèves un, bah, ça a tendance à déséquilibrer complètement l'humour, et bon, on se rappelle de certaines batailles de fromage trop frais ou autres. Il n'est pas fini d'affiler. Tout à fait. Pardon, je vais en sortir 1 million. Y a pas de souci, tu peux. Ok, bah, justement, parler de Perceval, Je voulais te dire de fromage affiné. ce n'est pas une rubrique fromagère. Perceval, du coup, qu'est-ce que tu penses du personnage? Parce que tout à l'heure, tu nous disais qu'il n'était pas bête, qu'il était naïf. Non. Est-ce que c'est vraiment que de la naïveté, tu penses? Ah, tu penses qu'il y aurait une seconde couche Bah, c'est-à-dire que c'est un tu dis qu'il est naïf, pourquoi déjà? Enfin, je sais pas si naïf c'est le bon mot. Je pense qu'il est innocent. Innocent serait peut-être plus le terme. Il est dénué de malignité. Je pense que c'est un des seuls personnages à voir les gens. Vraiment. Vraiment, vraiment. Tel que M'évanouit. Qui n'arrête pas de l'appeler Grosse morue. la grosse morue, la grosse truie, tout ça. Qui trouve qu'elle est infecte, qu'elle est ignoble, alors que c'est une très belle femme aux yeux de tout le monde. Tout à fait. Et en fait, je pense que... Ouais, il est innocent, mais en même temps, c'est le seul personnage, peut-être avec Arthur, qui se pose des vraies questions métaphysiques. C'est un personnage philosophique extrêmement intéressant, je pense, Perceval, qui peut-être choisit de rester sur ce niveau de naïveté, de bêtise, mais c'est le seul à se poser en même temps des questions... L'espace, qu'est-ce qui se passe dans l'espace, sur tout cet épisode où il pêche avec un caillou pour créer un espèce de cycle dans l'univers de sentir complet, dans cet univers de machin. Je pense que c'est le personnage le plus métaphysique et le plus philosophique, mais d'une manière innocente et naïve, que c'est juste comme ça, quoi. C'est vrai qu'il a un côté très enfantin, finalement. Ouais. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est sa façon de voir les choses qui est complètement différente des autres. Par exemple, par rapport à l'orientation. Mais c'est vrai que selon comment on est tourné, c'est pas pareil. Mais du coup, il a pas du tout assimilé les notions de science que tous les autres chevaliers ont dû posséder pour l'orientation, l'est, ouest, nord, sud, etc. Lui, il est très premier degré, justement. Ouais. Pour lui, une carte, il faut lui écrire ça, c'est la rivière, tu vois, parce que pour lui, un trait pas bleu, le c'est dessin bleu, pas une rivière. Donc, du coup, effectivement, il a un côté un peu enfantin aussi de voir le monde. Mais t'as totalement raison quand tu dis que c'est un personnage qui est très clairvoyant plutôt. Ouais. Parce que du coup, il voit les gens comme ils sont. Et c'est peut-être pour ça qu'il a tant d'affection aussi pour Arthur. Oui. Parce que c'est le seul qui doit peut-être percevoir le déjà début de mal-être chez le roi. Ouais, c'est possible. Hein. Tous les autres ne voient pas, puisqu'ils se reposent énormément sur lui tout le temps. Sauf Perceval, qui pourtant pourrait, hein. Oui. Mais Perceval, mais sa relation avec Arthur, elle est tellement mignonne. Il a à cœur de faire ses preuves auprès du roi, de valoir quelque chose à ses yeux. Et je pense que c'est le seul qui a cette notion-là. Peut-être un peu... Mais c'est plus personnel, Lancelot, de vouloir avoir de la valeur, mais lui, c'est de manière égoïste et personnelle, c'est pas du tout vis-à-vis du roi. Mais Perceval, ouais, il a à cœur de faire plaisir au roi, d'être loyal. Il veut être loyal au possible, il est prêt à mourir pour lui, il le dit à un moment, et c'est Arthur qui lui dit non, si c'est la merde, vous courez, vous vous retournez pas, vous êtes pas prêts. Mais oui, Perceval, c'est le personnage le plus loyal, le plus dévoué, et qui veut faire les choses pour le roi, contrairement aux autres qui veulent que le roi fasse les choses pour eux. Clairement. Ouais. Et à l'inverse, Arthur, il apprécie aussi énormément le personnage de Perceval, parce qu'il lui fait du bien, comme il le dit. De peut-être tant d'innocence et de bienveillance, finalement, dans un environnement qui doit être extrêmement anxiogène pour le roi Arthur. Ça doit faire pas mal de bien, effectivement, d'avoir un Perceval auprès de soi. Ouais. Même si je pense que dans les vies réelles, ça doit être un peu agaçant. Oh, je pense que c'est crevant. Ouais. C'est crevant, un Perceval au quotidien. Mais... Je pense que t'as très vite envie d'aller lui dire, tiens, va marcher un peu par là, et reviens pas tout de suite. Tant que j'y suis pas, tu reviens pas. C'est ça. Ok. Alors, on va parler d'un autre personnage, mais un personnage qui est à la fois très présent et très peu... qui a peu de présence, en fait, dans la série, qui est le personnage de Guenièvre. J'aimerais savoir ce que tu penses déjà de l'évolution de Guenièvre au cours de la série. Incroyable. Sachant qu'on va inclure également le film, parce que c'est un personnage qui a une très très grosse évolution dans le film, finalement. Et surtout, est-ce que tu penses que Guenièvre, c'est une sorte de naïve romantique,
ou plutôt une femme résignée qui s'est fait un peu une raison sur sa situation? Je pense que c'est un peu des deux sur ça. Déjà, Guenièvre, j'adore ce personnage. J'aime beaucoup, beaucoup ce personnage. Je pense qu'elle a... Au tout début, on le voit dans la saison 6, dans les flashbacks. Elle a une vision très romantique du mariage et de l'amour. Il faut qu'il soit blond, il faut que tout ça. Elle est amoureuse de l'amour tel qu'elle l'a lu dans les livres, tel qu'elle se l'imagine dans les grandes histoires, les grandes épopées, les grands contes de l'époque. Et puis arrive Arthur, qui lui est là contraint et forcé, clairement. Il n'a pas envie d'elle. Elle se retrouve mariée à un type qu'elle connaît pas, alors qu'elle est quand même... On va pas dire que c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, en tout cas, au début. Et en évoluant avec Arthur, en passant une grande partie de sa vie à ses côtés, elle finit par se résigner. Je pense qu'elle l'aime, elle finit par l'aimer. D'un amour charnel, je crois qu'elle a fini par se résigner. On peut parler de résignation là-dessus, clairement. Mais je pense qu'elle tient énormément à lui. Elle et Perceval, parce qu'on parlait de Perceval qui tient au roi, elle lui tient aussi énormément. Quand il est au fond de la dépression, il n'y a que elle qui arrive à lui faire dire qu'il va pas bien. Donc je pense qu'entre deux, il y a cet amour qui s'est installé. J'ai envie de parler de fraternel, d'amical, mais en tout cas plus profond qu'il n'y paraît sur les débuts. Ils ont fini par s'accoutumer l'un à l'autre et à se résigner l'un comme l'autre et à devenir importants l'un pour l'autre, je pense. Mais l'évolution de Guenièvre, elle est assez incroyable parce qu'on passe d'une débile à une femme dévouée, tout en gardant un peu d'indépendance et en voulant être une femme forte sur certains points, malgré l'époque où la femme ne sert qu'à l'homme. On arrive dans Kaamelott à sortir un peu de ça, ce qui est vachement cool. Mais ouais, elle devient résignée et elle devient un réel pilier pour Arthur. Et la preuve, dans le film, il peut pas envisager de la laisser dans sa tour, quoi. Il faut qu'il la sauve. De manière extrêmement romantique et machin, comme elle en rêvait au final. C'était mal parti au départ. C'est très mal barré. Il aurait préféré que l'autre prétendant il le fasse et qu'il le fasse bien, mais finalement, vu que c'était pas quelque chose de sérieux, c'est ça, il a été pris d'un élan chevaleresque. Exactement, non, c'était une épée dans l'eau, l'autre. Mais je pense que Arthur tient énormément à Guenièvre, que Guenièvre tient énormément à Arthur, et ils sont... C'est des époux, quoi. Ils sont mariés. Ils sont mariés avec tout ce que ça implique pour le meilleur, pour le pire, in sickness and in health, tout ça. Effectivement. Alors, du coup, tu as abordé un sujet qui est super intéressant, c'est la femme, justement, à cette époque, mais surtout dans Kaamelott. Il y a certaines critiques qui disent que Kaamelott, c'est quand même une série qui serait très sexiste, parce que les femmes sont toutes plus ou moins, soi-disant, soumises, ou alors sont juste des maîtresses ou autres. Personnellement, je ne suis pas d'accord, mais j'aimerais connaître ton avis sur les questions. Ah bah moi non plus, est-ce qu'on parle de Dame Célie qui est tout sauf une femme soumise. Très bon exemple. C'est elle qui tire les ficelles de la baraque, en Carmélide. S'il y avait que... Léo Dagan, merci. Qui s'occupait de la Carmélide, elle aurait fait faillite. Elle aurait brûlé sûrement. Elle aurait cramé un bon millier de fois. Non, les femmes... alors oui, il y a les maîtresses, mais même les maîtresses... sont pas si exploitées que ça, parce qu'elles font toutes, entre guillemets, leur crise, elles ont toutes leur moment de « bah non, mais c'est moi, en fait », et voilà. Alors certes, oui, il y a cette espèce de polygamie, mais qui est inhérente à l'époque, en fait, et je trouve qu'il a réussi, justement, Alexandre Astier, à traiter le thème des femmes de cette époque, parce que dans la vraie histoire, une Dame Célie, une Guenièvre qui fait ses crises, tout ça, ça aurait été pendu haut et court en 5 minutes, clairement. Et même les maîtresses, il y a des moments où elles veulent reprendre la place de la reine, il y a ce moment où elles fomentent toutes contre Mévanoui. Je crois que c'est saison 4, c'est quand c'est Mévanoui. Oui. Et elles essaient de fomenter, à se battre entre elles pour savoir qui sera la nouvelle reine. Et même elles, elles ont des envies de pouvoir, elles ont des envies qui, malheureusement, elles peuvent pas assouvir, et encore, elles sont hyper bien traitées en plus. Enfin, il y a cet épisode où Arthur veut recruter une nouvelle maîtresse. Je sais plus laquelle c'est. Mais en tout cas, il la recrute et elle dit « Non, mais et si je veux pas ?» Il dit « Si vous voulez pas, on fait pas. » Et d'accord, et en fait, elle pose ses conditions. Et on a plus l'impression qu'il l'enlève quand même d'une condition de paysanne très dure, machin,
pour une vie de château plutôt tranquille. Si elle dort avec le roi quand elle en a envie, c'est pas juste le roi qui, d'un claquement de doigts... Oui, effectivement, je me rappelle, c'est quand il va piller... c'est ça. Il va faire la guerre dans un autre village. Et en Carmélide. Tout à fait. Et là, la tradition, Léodagan le prend un peu à part. Il lui fait, bon, alors la tradition en Carmélide, c'est que tu dois aller... du coup, craquer l'allumette avec la fille du chef. Et Arthur, ça l'arrange pas du tout. Il a pas du tout envie de craquer l'allumette à ce moment-là. Du coup, il lui fait un petit compromis en mode, écoute, tu dis à tout le monde qu'on l'a fait. C'est ça. Et après, je te fais maîtresse à Kaamelott et tu feras ce que là, tu voudras. Seras tranquille, quoi, au final. Voilà. Et elle lui dit, mais si j'ai pas envie, et il dit, bah, écoute, moi, ça Donc, m'arrange. quand même, la notion de consentement est existante dans Kaamelott, là où elle n'y était pas à l'époque, clairement. Mais est-ce que du coup, on pourrait dire que Arthur est un roi qui serait progressiste? Complètement. Il veut arrêter la peine de mort, il veut arrêter la torture, il veut arrêter l'esclavage. Excusez-moi, j'ai failli dire esclavagisme. Si, c'est un roi hyper progressiste, hyper en avance sur son temps, qui veut pas être un barbare. Il veut pas être un roi barbare. Il est parfois obligé de s'adapter un peu pour que ça passe auprès du peuple. Mais lui, il a à cœur, Mais c'est assez drôle parce que c'est un roi qui est progressiste et en même temps, il freine quand même des quais de fer par rapport à l'église et surtout par rapport à... Comment il s'appelle ? Celui qui crie hérétique tout le temps. Oui, le paladin. Non, il devient paladin dans un épisode, mais incarné par Elise Moon en tout cas, ouais. Tout à fait, qui passe son temps à lui dire alors va falloir arrêter par contre la polygamie, tout ça, votre femme c'est guinière, et c'est tout. Ça, je pense que c'est tout à fait égoïste et personnel. Oui, mais même par rapport à Merlin. Où, à un moment, il veut que, du coup, Merlin se convertisse. Et il est un peu en mode... Oui, mais c'est bien aussi, les anciennes traditions sur certains trucs. Pour lui, c'est hyper... je pense qu'il est traditionnaliste. Ouais, enfin... En tout cas, pas pour la gestion du pays. Mais Merlin, il peut pas lâcher Merlin. Merlin, il est là depuis le début. Il l'a accompagné depuis le début. Depuis sa plus tendre enfance. Il peut pas dire à Merlin, maintenant t'es gentil, déjà qu'il le pousse bien à bout, on le voit après en saison 5, mais il peut pas se permettre de perdre Merlin, c'est un allié, et en même temps, s'il veut que ça roule, le christianisme prend de plus en plus de place, il est obligé aussi de composer un peu avec l'autre, qui au bout d'un moment d'ailleurs finit par lui dire, non mais si vous vous confessez de temps en temps, en vrai, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça lui va très bien, et... pour les femmes, oui, il aime bien tremper un peu sa petite nouille, c'est comme ça, voilà. Mais tant qu'elles veulent bien. Oui, donc bon. C'est vrai que le consentement est toujours présent. Donc si, à ça... aucune scène de non-consentement. Jamais. Dans Kaamelott, donc effectivement. Effectivement. Du coup, on va continuer sur Merlin, parce que je trouve que le personnage est intéressant. Et le lien qu'il a avec Arthur est assez particulier, parce que... On va pas se mentir que Merlin reste quand même le seul magicien qui réussit à rater absolument tous ses sorts, qui ne participe pas trop au rassemblement des autres magiciens parce que tout simplement il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool et qu'il n'est pas très doué. Voilà. Et qui n'a vraiment pas beaucoup de connaissances étrangement en magie. En magie, mais c'est un druide, c'est pas un sorcier. Oui. Mais quand bien même on a d'autres mages qui arrivent un peu plus tard dans les saisons, on se rend compte que il y en a quand même qui ne chôment pas. Merlin, lui, tout ce qu'il attend, c'est d'avoir l'âge pour avoir sa petite créature druidique. C'est comme un chien, mais hyper vilain. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais effectivement, ce qui a été étonnant, c'est que Arthur ne se débarrasse jamais de Merlin, même quand il a 2 enchanteurs au château, dont un qui est vachement plus efficace que l'autre. Il ne peut pas se résoudre à se débarrasser de Merlin. Pourquoi ? Parce que sans Merlin, il n'y a pas d'Arthur. Sans Merlin, il n'y a pas Arthur. Qui est-ce qui a emmené Arthur retirer l'épée quand il avait 5 ans, si je dis pas de bêtises, c'est Merlin. Qui est-ce qui vient le récupérer à Rome, qui lui explique tout, qui l'aide à comprendre un peu comment tout fonctionne, qui est-ce qui l'accompagne dans sa quête des nouveaux chevaliers, dans sa conquête du pays. C'est Merlin. Sans Merlin, il n'y a pas Arthur. Ah, mais est-ce que tu penses pas que Arthur, il aurait pu en vouloir à Merlin, de l'avoir entraîné dans tout ça aussi ? Parce qu'au fur et à mesure de toute l'aventure, on revoit le passé de Arthur et compagnie, il n'a jamais vraiment choisi son destin, il l'a plutôt... Il n'a jamais rien choisi, il a subi,
Et tout ça est arrivé surtout par la venue de Merlin, parce qu'effectivement c'était vraiment lui le messager de tout ce destin-là. Et du coup, est-ce qu'il aurait pu en vouloir à Merlin d'être venu finalement ce jour-là en mode si tu m'avais laissé tranquille, j'aurais grimpé les galons en tant que Romain et j'aurais fait ma vie, j'aurais épousé la femme que je voulais. Il serait allé à Rome s'il n'y avait pas eu l'épée? Pas dit, parce qu'il a été envoyé. Oui, mais il a été envoyé parce qu'il avait retiré l'épée. Non. Ou parce que c'était le fils caché. Parce que c'était le fils caché de Pendragon. On est sûr que c'est pas parce qu'il avait retiré l'épée et qu'il a dit vite, fallait le planquer avant qu'il pète un plomb. Dans mon souvenir, c'était que plus parce que le roi voulait buter son fils. Petit doute. Mais en tout cas, ouais, ok. Donc admettons qu'il soit allé à Rome, oui, en effet, il aurait. Mais il se plaît pas à l'armée. Il se plaît pas. À la limite, oui, les stratégies militaires ont l'air de l'intéresser, mais donc, il aurait été amené vers un truc de chef de guerre. Donc, quoi qu'il arrive, il aurait eu quand même une place de responsabilité. Alors, peut-être pas tout un pays, mais d'une belle faction. Oui, mais c'est vrai, romaine, tu vois. il aurait pu choisir. Il aurait pu C'est choisir. la différence. C'est sûr. Mais en même temps, une fois qu'il a ce rôle-là, en tout cas au début, il y a un moment, bien sûr, où il abandonne... j'ai presque envie de dire lâchement, mais bon, on peut le comprendre. Mais il le prend à cœur, par contre, son rôle. Du moment où il vient être récupéré à Rome, quand il parle avec César, qui dit qu'il ne suffit que de sauver la dignité des faibles, ça, pour lui, c'est quelque chose qui va être le fil conducteur de sa manière de gouverner, de sa manière de gérer les gens. Et je pense que, du coup, il était fait pour ça. Qu'il le veuille ou non, il était fait pour ça. Je pense. Effectivement, je pense que la discussion qu'il a avec, du coup... César ouais. C'est César, le... Oui. Genre Jules César. Mais César, c'est un titre, c'est un je crois, César, presque. mais oui. Oui, c'est un César, c'est pas Jules. Okay. Non, c'est pas Jules. Et du coup, la discussion qu'il a avec lui, qui justement est le départ en fait de son acceptation de son destin, est hyper importante. C'est pour ça que d'ailleurs c'est une phrase qui est énormément reprise par les fans de Kaamelott et autres. Mais du coup, Arthur, il a vraiment pas eu le choix dans sa vie depuis qu'il est tout petit, des décisions qu'il a prises. Sauf plus tard en tant que roi, et encore, il est très limité. C'est ça. Il essaye de s'ajuster pour que ça passe, quoi. C'est ça. Ça passe. Mais je pense pas qu'il... Enfin... Je pense pas qu'il ait à en vouloir à Merlin. Non, mais il aurait pu. Il aurait pu. Mais effectivement, il le garde malgré tout, donc c'est peut-être une sorte de lien, pas familial, mais... pas loin. Ouais, l'oncle un peu relou, des fois il gonfle, il fait des blagues racistes, il est un peu con, mais... Voilà, il est important quand même, Merlin. Et puis vraiment, faut rappeler, lui ne cesse de le rappeler, parce que tu le comparais à Elias de Kellywig, l'enchanteur. Elias est un enchanteur, Merlin est un druide, quoi. C'est pas la même magie. C'est des onguents à la châtaigne, c'est soigner les louves qui ont mal à la patte. C'est ça, être druide, quoi. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Merlin n'a pas eu le choix non plus et a dû quitter sa forêt pour s'occuper de Arthur? Clairement, il s'est retrouvé investi de cette mission... Je suis pas sûre qu'être enfermé dans son petit cabanon en pierre au château lui est beaucoup plus... Après, il y a côté bonne planque aussi. Il a l'air de s'amuser, par contre. Parfois, voilà, il fait ses petits kikis, il fait ses petites expériences et tout. Mais oui, je pense que c'est pas sa vie rêvée, clairement. Ok, mais on est d'accord que ça doit être super embêtant d'être un druide. À chaque lune de l'araignée, du chat, du machin, tu te transformes. Ah oui, non, c'est... Si un soir t'as pas envie, c'est pas cool, quoi. Du coup, je repense à l'épisode où il est en chat et quand Arthur... Non, allez, qu'il essaie de le dégager. Il est chouette, cet épisode. Ok. Alors, du coup, on va se diriger un peu sur quel est le personnage que tu détestes et pourquoi. Que je déteste. Un personnage que tu ne peux pas encadrer. Un seul? Tu peux en faire deux, si tu veux. Ouais, toujours cette grosse morue de m'évanouit, mais c'est un peu facile et évident, hein, mais elle est quand même sacrément détestable. Sacrément, je peux pas me l'encadrer, non, c'est clair. Parfois, Caradoc, je l'aime pas trop. Hein. Ouais. Caradoc, je le trouve pas gentil, un peu comme Patrick dans Bob l'éponge. Ah, la comparaison écoute, un duo de débiles, avec un plus débile que l'autre, et un très naïf au final. Enfin, je trouve que... Putain, je l'ai sorti là, et je trouve qu'en vrai, ça marche bien. Peut-être que dans plusieurs mois, on verra des mèmes qui comparent Caradoc et Patrick. Ce qui marche très bien à mon sens. Mais c'est des personnages... dès que tu leur donnes un peu de pouvoir, ils sont pas forcément hyper sympas avec ça.
Tu vois, ils ont tendance à abuser un peu des choses, à être un peu opportunistes et machin. Pour ça, j'aime C'est pas vrai trop Caradoc. qu'effectivement, à un moment, Caradoc devient roi, Ouais. puisqu'il Grâce à récupère sa Samoro femme. Ilmévanoui. Et que je me rappelle d'une scène où ils sont tous autour de la table ronde. Arthur est là juste parce qu'il a été convoqué. Ouais. Et Caradoc essaie de lui faire pas mal de reproches sur la gestion du royaume d'avant. Et il lui fait payer aussi le fait de jamais avoir rien fait. Tout entre à fait. guillemets. Et ce monologue magnifique Tout à fait. d'Arthur. Donc effectivement, Caradoc, c'est un personnage qui est quand même assez complexe, je trouve, parce qu'il est à la fois un peu... Bon, on va pas se mentir que c'est quelqu'un qui n'en a pas grand-chose à faire, hein, de clairement. la quête du Graal, de gagner de l'argent, ce genre de choses. Lui, du moment qu'il est confortable et... Qui peut bouffer. Voilà, principale occupation de sa vie. C'est tout ce qui compte, mais d'un autre côté, quand on lui donne un peu de pouvoir et qu'on lui donne la possibilité de rouler un petit peu des mécaniques, effectivement, là, il tout de va suite... s'engouffrer dedans. Ouais. Et puis, il y a aussi... Mais après, là, c'est comme évanoui, c'est Lancelot, quoi. Lancelot est... C'est compliqué, Lancelot. Ouais, moi, C'est personnellement, très compliqué, c'est Lancelot que j'aurais. Ouais, Parce que c'est c'est Lancelot. vraiment un personnage que je ne peux pas encadrer depuis Ouais. la première saison. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, avant même qu'il y ait quoi que ce soit de décelable... Mais en fait, c'est parce que je trouve que le personnage est vraiment détestable depuis le début. Il a une façon de prendre les gens de haut. Bah, Perceval, par exemple. Ok, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est pas une raison pour bien sûr. juger les gens quand, par exemple, je sais pas, il y a une scène où Arthur, il demande à Caradoc d'aller transmettre un code très vite, Il faut aller de toute rafraîchir les urgence. maquignons. Tout à fait, que Caradoc, bon, croise Perceval à l'auberge, il dit « Oh, Ouais. fais-le à ma place, voilà ». Et que Perceval arrive devant Lancelot et lui donne un code, mais qui n'est pas le bon puisque Caradoc s'est trompé. Et là, Lancelot, il le prend de très très haut en mode vous avez le code. Ah bah ça m'étonnerait, hein, parce c'est vrai. que voilà, il y a que les chefs de guerre qui l'ont et tout. Ouais. Et Perceval tout naïvement lui demande mais je suis pas chef de guerre moi. Et Lancelot le prend encore plus de haut en mode alors non, ça Là, m'étonnerait. clairement pas, ouais. Avec Bohort aussi, il est dur, Lancelot. Totalement. Bohort que j'aime beaucoup. Je crois que c'est peut-être lui mon personnage préféré. J'aime beaucoup Bohort. Et il est ignoble avec lui. Il est odieux à chaque fois. Mais parce que je trouve qu'ils sont très, très à l'opposé en fait, Complètement. Lancelot et Bohort. Bohort, il est extrêmement pacifiste, il veut le bien de tout le monde. Bon, il est un peu craintif aussi, mais. Ouais, tout le monde a ses défauts, hein. Mais il n'a pas été entraîné, le pauvre. C'est normal d'avoir peur. C'est vrai. C'est vrai, je pense que s'il avait eu le choix lui aussi, il aurait peut-être pas fait ce métier-là. Hein. Bah non, petit fleuriste, ça existait à Ouais, l'époque. ou organisateur d'événements. Voilà. Il aurait été super. L'événementiel, c'est parfait pour Bohort, clairement. Ah, il nous aurait fait des festivals pour chaque occasion, De et ouf. puis il aurait été très content avec ses danseurs et autres. Mais ouais, c'est vrai que... Mais non, Lancelot, c'est vraiment une ordure. Oui, puis ça s'arrange pas selon les épisodes. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de Lancelot dans le film Kaamelott? C'est la question qui fâche. Lancelot dans le film, c'est ce que j'ai le moins aimé dans le film. Déjà son costume, moi j'ai trouvé que ça allait pas. Mais après j'en ai beaucoup reparlé avec ma chérie, avec qui j'étais allée voir le film. 2 fois, en 2 jours. Qui disait, c'est vrai que ça marche bien, ce costume est trop grand pour lui. Le costume physique et le costume du roi, c'est trop grand pour lui. Et en fait, il y a un truc où il passe des années à vouloir prendre le pouvoir, à vouloir Arthur, tout ça, et en fait il ne fait rien. Il est complètement passif du début à la fin, sauf pendant ce combat, du coup qui pour moi n'a même pas lieu d'être parce que il est animé de rien du tout. Alors après il y a aussi ce truc de je sais plus dans quel film il y a cette métaphore, c'est comme un chien qui va passer une voiture avec des canettes derrière, qu'est-ce qu'il ferait s'il les attrapait? Rien. Et c'est un peu ce que fait Lancelot, mais du coup il est d'une passivité alors que avec tout ce qui a été construit avec ce personnage, avec tout le personnage de la réponse qui l'a accompagné aussi pendant des années, personnage incroyable, le personnage de Méléagant, la réponse. Tout à fait. Il y a eu une construction de personnage, c'est un homme qui a des rancœurs, qui a des raisons, qu'on les accepte ou pas, qu'on les trouve valables ou pas. Il a ses raisons à lui d'être le personnage qu'il est devenu. Et de le voir avec une telle passivité dans le film, j'étais atterrée. Ouais, c'est vrai que même quand le conseil lui annonce qu'ils ont Arthur, enfin, et qu'il est dans les geôles, là, il y a absolument aucune réaction de la part de Lancelot qui ne sait même pas quoi faire, puisque son objectif c'est d'atteindre Arthur, mais une fois qu'il est atteint, qu'est-ce que... Mais oui, alors qu'il a passé des années à dépêcher des troupes, à dépêcher des gens pour essayer de le trouver, de le choper, de le tuer.
Et en fait, tu t'en fous. Ouais, j'ai trouvé un peu absurde. Bah, en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que Lancelot a une sorte de quête de je dois faire mieux qu'Arthur, je dois prendre la place d'Arthur parce que moi je ferai mieux. Sauf que a toujours essayé de l'atteindre. Je pense qu'il a fini par se rendre compte que si Arthur n'existe plus, lui, il n'a plus de raison d'être. Bah, Et que du coup, il a besoin que Arthur soit toujours un peu au-dessus de lui. ouais, Pour avoir essayer quelque chose toujours de à l'attraper. atteindre. Parce qu'en fait, finalement, son réel objectif, c'est toujours de courir après Arthur. Ça, c'est vrai, mais pourtant, c'est un peu contradictoire avec le discours qu'il tient à Arthur quand ils sont ensemble, où lui, justement, avant qu'ils prennent le pouvoir et tout ça, et qu'ils partent vraiment en vrille, il parle de la quête du Graal. C'est peut-être le seul autre chevalier pour qui le Graal semble important à un moment, et qu'il y a même ce débat qu'ils ont tous les deux, où Arthur dit que moi, si j'ai la lumière, c'est pour la porter à tout le monde, et Lancelot dit non, moi si je la prends, c'est pour moi. Mais en tout cas, il veut le Graal, Oui. pour d'autres raisons. Mais parce que c'est également la quête d'Arthur, et du coup, il veut peut-être aussi essayer de... Tu sais, c'est vraiment ce combat de je veux être son égal ou au-dessus, je sais que je ferai mieux que lui, et du coup, à toujours vouloir essayer de rattraper l'autre. Sauf que si l'autre n'existe plus, il n'y a plus de comparaison possible, il n'y a plus d'objectifs à atteindre, puisque Lancelot n'arrive pas à se créer ses propres objectifs. Son seul objectif, c'est de faire mieux qu'Arthur. Donc pour toi, tu penses que même sa quête du Graal, en fait, c'est un Bah, miroir à la quête du Graal d'Arthur. Totalement. Parce que je pense que c'est parce que Arthur a cette quête qui lui donne autant d'influence, finalement, que lui, il pense que il fera mieux, et en plus, c'est pour ça qu'ils n'ont pas le même avis du tout. C'est parce que pour Lancelot, la quête du Graal, c'est quelque chose qui doit atteindre uniquement les élus et autres, alors que Arthur, lui, il est plus en mode le Graal, si je le trouve, c'est pour faire du bien à tout le monde. Donc oui, je pense que cette indécision de Lancelot, elle est plus par rapport à... une fois que t'as attrapé, comme tu disais, la voiture avec les canettes, qu'est-ce que tu fais après à qui tu vas t'attaquer ensuite? Parce que malheureusement, dans l'univers où on est, il n'y a pas plus fort qu'Arthur. C'est vrai. Ou alors, c'est de se frotter aux dieux, quoi. Ouais, mais alors là, bon courage. Parce qu'en plus, les dieux, ils apparaissent pas tout le temps. La Dame du Lac, il y a pas tout le monde qui peut l'avoir, donc... c'est votre pas cousine. facile, hein. Elle est pas à l'aise en société. Non. Donc, ok. Bon, on a à peu près les mêmes personnages qu'on aime pas, donc... je pense que c'est assez international. Je pense que oui, ça doit être très... Mais je pense qu'il y en a d'autres qui doivent moins aimer certains personnages. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas Arthur, parce qu'il a quand même... il est très antipathique, hein, voilà, sur certains points. Il a quand même un caractère qui est assez particulier. On a l'impression qu'il y a certains personnages qui laissent complètement de côté. Oui. Par exemple, Guenièvre, le traitement que Arthur lui... En tout cas, pendant les 4 premières saisons, il est terrible. Hein. Ouais, même après, c'est pas... Enfin, quand on voit que Guenièvre, elle le suit à la recherche de ses enfants illégitimes, c'est quand même incroyable. C'est une énorme preuve d'amour, je trouve. Mais du coup, c'est... Et malgré tout, Arthur... Il l'envoie quand même chier pas mal de fois, tu vois. Il l'envoie chier, mais tu sens aussi qu'il y a de la tendresse, je trouve. Oui. Je parle vraiment sur la saison 5, hein, parce que au début, il l'envoie chier juste parce qu'il peut pas se l'encadrer, je pense, pendant un bon moment. Mais oui, non, Arthur a beaucoup de côtés antipathiques, mais je pense que... En fait, chez Arthur, il y a deux côtés. Il y a le côté un peu énervant quand même de toujours répéter « je suis entouré que de cons ». Bon, c'est toi aussi qui t'es entouré et t'as ta part de responsabilité là-dessus. Tu peux pas toujours reprocher à tout le monde d'être con. Mais en même temps, le fait qu'il soit profondément dépressif, que ce soit quelqu'un qui n'aille pas bien, les gens s'y retrouvent. Donc c'est peut-être ça où il garde quand même un côté un peu attachant, Arthur. On l'aime quand même bien parce que on le comprend. On le comprend un peu. C'est vrai. C'est peut-être le plus humain et le plus... normal des personnages de... Effectivement, c'est peut-être un personnage qui est pas tant extrapolé que les autres, et du coup il a une sorte de complexité humaine qui est très... Mais après qu'on découvre couche par couche, du coup. Complètement. Oui, au début c'est juste un râleur. Un râleur qui raconte des histoires de petits oursons dépressifs. Guenièvre, la truite. Ah bah non, faut que ce soit un ours aussi. Alors, justement, vu qu'on parle de famille d'ours et compagnie, Dame Célie et Léo Dagan. On va parler de la relation qu'a Arthur avec sa propre famille et sa belle famille. Parce que c'est quand même un sujet qui est extrêmement présent dans la série. Je ne compte pas le nombre d'épisodes qui se passent autour d'une table de salle à manger. Et dans la vie.
d'Alexandre Astier. Totalement. Du coup, déjà, qu'est-ce que ça t'évoque Les fions, des fions par millions. J'aime beaucoup Léo Dagan aussi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de tendresse. Léo Dagan et Célie, c'est vraiment déjà juste eux deux en entité, c'est le vieux couple, voilà, qui se soutient et se supporte depuis des années et des années. Ils se connaissent par cœur, ils connaissent les défauts l'un de l'autre, ils ont leur dynamique, et voilà, et ça marche très bien. Je pense que malgré tout ce qu'ils peuvent dire en permanence, ils se sont attachés à Arthur, et je pense que Arthur les voit comme ses parents et que eux le voient comme leur fils, quelque part. Même si au tout départ c'était tout à fait intéressé évidemment de le faire marier leur fille, mais je pense qu'il y a une relation très familiale, en tout cas beaucoup plus forte qu'avec sa famille à lui, puisque sa mère est juste ignoble, sa tante n'en parlons pas. Il y a sa sœur, belle-sœur. Ah bah, enfin, sa demi-sœur, pardon. Demi-sœur qui elle veut veut lui zigouiller purement et simplement. Elle est hardcore, elle est très très bien jouée d'ailleurs. J'aime beaucoup cette actrice. Quand elle a un truc où elle a l'air toujours à bout de souffle dans sa façon de parler, je trouve incroyable. Mais ouais, c'est compliqué la famille chez Arthur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de scènes où il y a une discussion à cœur ouvert entre les membres de la famille d'Arthur et Arthur. C'est vrai. Et surtout, les seules scènes où effectivement il s'ouvre un petit peu, où Arthur il reproche à sa mère et à sa tante de l'avoir envoyé au camp romain à 6 ans, ce genre de choses, et du coup la tante et la mère sont un peu en mode qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse d'autre, il fallait bien qu'on te protège, on a fait ce qu'on a pu sur le moment, mais sous couvert de ça se relance des fions juste après, parce que cette relation de confidence, de faiblesse en fait, parce que pour eux, c'est plus ou moins perçu comme ça. Hein. C'est, on s'ouvre, on s'explique, mais du coup, on avoue que peut-être qu'on n'a pas bien fait. Donc tout de suite, on se renvoie des fions pour ressortir les carapaces et tout de suite, on arrête. C'est clair. Donc, effectivement, c'est une relation qui est assez... pas toxique, mais... elle est très complexe. Elle est empreinte de traumatisme, quoi. Oui, elle est empreinte de ça, vraiment, vraiment. Et c'est un gamin traumatisé, Arthur, vis-à-vis de sa mère et de sa tante... Puis sa tante quand même qui a été vraiment... je pense qu'elle a jamais été sympa avec lui. Peut-être que sa mère a été aimante sur les premières années de sa vie. Peut-être. Et qu'elle l'a envoyé en effet, je pense, sincèrement pour le protéger de son père qui avait l'air d'être complètement taré. Mais je pense que de base c'est une mère qui veut protéger son enfant. Après... Qui n'a peut-être pas trop la fibre maternelle quand même. Hein. Mais moi, il y avait un truc qui m'avait pas mal marqué, c'est que l'épisode où justement elle revient pour demander à Arthur de participer à la fête de l'hiver, je trouve que c'est un peu sa façon de dire rentre à la maison un petit peu. Tu vois, sachant qu'en plus Arthur dit mais chaque année c'est la même chose, je veux pas y aller et tout, et bon ok c'est peut-être la pire fête de l'année, c'est peut-être super chiant et compagnie. Mais c'est un peu ta maman qui vient de te demander de rentrer à la maison parce que ça fait longtemps qu'elle t'a pas vu, quoi, et que bon, te rencontrer en salle de doléances, c'est pas forcément la meilleure rencontre qu'il peut y avoir entre une mère et son fils, quoi. C'est sûr. Donc j'avais jamais vu comme ça. J'ai l'impression qu'elle essaye de se faire un peu pardonner, d'essayer de faire un peu la paix, tu vois. Ça se tient bien. Donc, je suis assez d'accord. Donc voilà. Et du coup, oui, Léo Dagan et Dame Célie, la relation qu'ils ont avec Arthur, elle est assez... incroyable. Alors tu disais que c'était un peu comme avec leur fils, sauf qu'ils en ont de fils. Ils en ont un. Et la relation n'est pas du tout la même. Elle est ignoble, leur relation avec Yvain. C'est Yvain, ouais. Oui. Elle est horrible, ils sont horribles avec lui. Bah oui et non, c'est-à-dire que honnêtement, le fils est franchement insupportable. Oui. On va pas se mentir. C'est un ado, quoi. C'est vraiment le... Oui, mais il est un peu neuneux, on va pas se mentir. Il a aucune conviction, aucune envie dans la vie, sauf comme un ado. de faire des conneries. Sauf que c'est un ado, mais qui est chevalier. C'est ça le problème. Qui a jamais voulu l'être. Mais j'ai chevalier parce que ses parents l'ont placé là. Hein. Mais tu vois, j'ai l'impression que les deux enfants de la famille ont été soit un peu lestés en mode vous, on vous confiera jamais rien parce que vous êtes des gros nazes, et en même temps on vous place comme des pions parce que vous n'avez que cette utilité-là. Complètement. Mais ce serait intéressant de se demander si les choses auraient tourné de la même façon si Dame Célie et Léo Dagan avaient essayé de leur apprendre des choses. Ou est-ce qu'ils ont essayé de le faire mais qu'ils étaient trop bêtes pour comprendre et qu'ils ont abandonné ?
Ah, je pense que, ouais, ils ont toujours vu leurs enfants comme des objets. Enfin, des objets, ouais, des pions, comme tu dis, pour eux pouvoir se placer à une place assez confortable, au final, où eux, ils ont rien à faire, mais ils envoient les gamins au charbon, particulièrement Guenièvre, pour se placer. Je pense que... Mais parce que ça marche avec l'époque, pour le coup, où t'as des enfants pour faire des mariages d'alliance, quoi. Et c'est comme ça que tu réussis et que t'avances socialement. Mais ce qui est assez drôle, c'est que du coup, par contre, Dame Célie veut des petits-enfants pour leur faire... Des tartes, des tartes et que Léodagan les amène à la pêche. Donc il y a aussi ce côté où on veut être très proche de nos petits-enfants et passer des beaux moments avec eux et compagnie. Parce qu'ils n'ont pas pu faire ça avec leurs enfants, parce qu'ils les ont élevés comme des objets, quoi. Et donc ils se sont dit, bon, peut-être que ça peut être chouette quand même d'être gentil avec un enfant. On va attendre la génération d'après pour qui nous ne nous mignon, concernera plus en termes de stratégie politique, quoi. Donc ça leur servira à rien, autant faire des compotes, des tartes et de la pêche, quoi. Mais ce qui est assez drôle aussi, c'est que Arthur n'arrive jamais à réaliser que du coup, Yvain est son beau-frère. Oui, je l'oublie toujours celui-là. C'est ça, mais du coup, c'est un peu sa façon de dire qu'il ne fait pas partie complètement de cette famille, il est complètement... C'est vrai, il rejette... Désolée, je me sers un verre d'eau pour aucun souci. Il est complètement inexistant par rapport à Arthur, du coup, à Guenièvre aussi. Puisque même dans la famille, autour de la table, bon bah Yvain quand il est là, il reste pas longtemps quoi. Il se fait vite dégager. Mais oui, c'est ça. Elle est chez son copain Gauvin. Du coup, on va continuer sur deux personnages qu'on a déjà évoqués, Ouais. qui sont Bohort et Léodagan. Ah, qui ont ce duo. quand même une relation qui est assez elle est incroyable. Moi, ça me fait un peu penser au pot de terre et au pot de fer, tu vois. C'est vraiment toute douceur, toute délicatesse, toute naïveté et autres. Et Léodagan qui lui est clairement genre le sanguinaire qui n'a peur de rien, qui est dur, voilà. Et bon, pour qui la faiblesse c'est vraiment quelque chose que lui pas beau, ne veut pas accepter en tout cas. Et du coup ils ont une relation qui est très particulière puisqu'ils sont souvent en conflit. Que ce soit pour des événements où Léodagan veut organiser 3 porcs par personne, un énorme congrès de chefs de clan, pendant que Bohort veut organiser la fête du printemps. Et que du coup ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur bon, le plus important c'est quand même les armes, l'autre non c'est célébrer et festoyer. Enfin, on a quand même un désaccord permanent, surtout deux personnages qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Et en même temps, ils ont quand même pas mal de moments où... Ils ont de la connivence. Ouais. Ils ont de la connivence tous les deux. Ils sont trop mignons ensemble. Et justement, chacun... Mais c'était... je pense que tu connais les analyses de Sipley, les analyses de personnages de Sipley, qui en a fait une sur eux qui est hyper juste. C'est que... donc du coup, je vais un peu le paraphraser. Il se tire vers le haut, même si j'aime pas cette expression, mais chacun révèle chez l'autre le meilleur de lui. Tout à fait. Vraiment, parce que Bohort, je pense que face à Léodagan, il a envie d'être un peu plus courageux, il a envie d'être un peu plus brave, et Léodagan s'adoucit, et il a un truc hyper protecteur avec Bohort, et tu sens qu'à son contact, il gagnerait presque en délicatesse. S'ils étaient vraiment plus souvent ensemble, peut-être qu'il aurait un petit froufrou autour du cou, quoi. Enfin, il y a un truc où ils s'alimentent l'un l'autre, tout en n'étant pas d'accord, parce qu'on peut se compléter sans être d'accord sur certaines choses, mais ils sont hyper touchants tous les deux. Je pense vraiment notamment à cet épisode-là où ils arrêtent pas de se raccompagner l'un l'autre de la forêt au château, du château à la forêt. Et bah non, je vais pas laisser Bohort rentrer tout seul, bon, je le ramène. Ah bah, mais qui veut vous raccompagner maintenant? Bon, j'y vais avec vous. Enfin, ils sont trop mignons. Et ils ont cette conversation entre eux, justement, où ils verbalisent complètement ce truc-là, quoi. Mais vous êtes délicat, mais c'est bien aussi, un peu de douceur, ça permet de mieux dire les choses. Bohort, c'est mieux faire entendre ses messages que Léodagan, très clairement. Et en fait, ils sont chacun admiratifs l'un de l'autre, aussi, je pense. Ce qu'il n'a pas chez lui, il l'admire chez l'autre. Est-ce que tu penses que Bohort serait pas une sorte de petite faiblesse de Léodagan? Ah, peut-être, c'est un peu... Bohort et Léodagan, ce que Perceval peut être à Arthur, quoi. Il y a une petite relation de... oh là là, il me gonfle des fois, mais putain, il est chouette. Oui, mais tu vois, pour Léodagan qui se veut antipathique et toujours un peu agressif vis-à-vis des autres, qui envoie toujours des fions et autres, bah du coup, il accorde pas le même traitement à Bohort, et du coup, ça fait un peu le... Tout le monde, mais pas celui-là. Complètement. Oui, et c'est le seul moment où il s'adoucit un peu, donc... Ce serait un peu sa petite faiblesse qui le rend un peu plus doux à certains moments, mais jamais avec les autres, et jamais pas trop devant les autres. Non, c'est très... les scènes comme ça, entre deux, ils sont que tous les deux. Ils sont que tous les deux, ouais.
C'est un Ouais. peu Ce la qui, relation d'ailleurs- pas trop assumée pour Léo Dagan. Ouais, Tout à fait. D'ailleurs, la scène dont tu parlais tout à l'heure, où ils se raccompagnent et où, du coup, ils arrivent à la table ronde à deux, ça impressionne tout le monde, parce que Oui. tout le monde est en mode, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils font ensemble, ces deux-là? Mais c'est ça. Ouais. C'est tellement le C'est duo vrai. inattendu. Mais, tu vois, quand ils arrivent à la table ronde sur ce moment-là, Léo Dagan l'assume complètement. Oui. Il l'assume tout à fait. Et là, bon, je l'ai raccompagné, le petit, il avait un peu peur, il avait les miquettes, donc je l'ai pris avec moi, quoi. Donc il y a quand même, c'est quand même un peu assumé, mais c'est vrai que c'est des moments plutôt à deux, Ouais. qu'avec du monde. Pas sûr qu'il l'assumerait devant Dame Célie, par contre. Non, clairement. Ouais, j'avoue. Ah bah, il se mangerait la pâte de tarte à la tronche, hein. Clairement. C'est sûr. Bah, du coup, on va parler de la quête principale de Arthur, qui est quand même la quête du Graal. Enfin, selon la série, normalement. Parce que finalement, Ouais, on va découvrir chut. qu'il en a peut-être une ou deux autres des quêtes, Des quêtes annexes. personnelles. Voilà, mais la quête du Graal, pour toi, c'est quoi? Ça symbolise Ah, quoi putain. dans la série? Et à ton avis, qu'est-ce que le Graal, finalement? Est-ce que c'est plus... Un récipient. voilà, ou une pierre incandescente, ou peut-être un bocal en choix? Le bocal en choix me plaît beaucoup, même si j'aime pas les anchois. Je pense que le Graal, c'est juste un but. Mhm. C'est juste... mais je crois que c'est évoqué dans un épisode, je ne sais plus. Où est-ce que j'ai ça et que j'ai trouvé très juste. En fait, c'est juste un prétexte. Le Graal est un prétexte pour rallier les gens, pour fédérer tous ces pays qui sont en guerre entre eux depuis des siècles et des siècles. Je pense que c'est un prétexte. Et qu'Arthur se sert de ça pour réunir tout le monde, pour avancer ensemble dans un but commun et oublier tous ces petits trucs parce qu'on a un but plus grand qui est prétexté divin pour vraiment que personne n'ait quoi que ce soit à dire. En fait, contre ça, faut le faire, c'est Dieu. On y va. Mais je pense qu'en soi, ça existe même pas, le Graal. Je sais pas si Arthur si c'est conscient ou pas, mais je pense que c'est un prétexte, le Graal. Et après, moi, personnellement, qu'est-ce que c'est le Graal? Alors là, j'en sais foutre rien. Bah après, ce que tu dis, c'est pas complètement dénué de sens, parce qu'effectivement, quand les dieux abandonnent Arthur, c'est un peu le moment où aussi il lâche tout le monde, et Ouais. où il pense qu'à lui, et où il a plus envie de faire des efforts pour rallier tout le monde. Il quitte son trône, il quitte sa femme, il quitte tout. Il claque tout, Il ouais. abandonne tout et Ouais. il commence à être égoïste pour lui-même et à penser qu'à lui. Et c'est le moment où les dieux l'abandonnent en Ouais. mode tu as abandonné ta quête. Donc effectivement, ça pourrait très bien coller avec le Graal, c'est l'union de Ouais. tous. C'est toi finalement qui va réunir tout le monde. Donc le Graal, ce serait Arthur d'une certaine Ouais. façon finalement. Complètement. Mais ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a quand même cette grosse insistance des dieux, et surtout Oui. bah, du coup par la Dame du Lac, de faire des quêtes pour retrouver le Graal, d'envoyer les chevaliers aux quatre coins pour enquêter sur le Graal, etc. Ou ce serait en fait des fausses pistes à droite et à gauche pour qu'ils aillent faire des mini-actions Pour les occuper, chevaleresques. peut-être. Ouais, ils auraient pu faire autre chose pour Pour s'occuper. pour se donner du prestige, pour se donner... Peut-être pour avoir des mini-choses, histoire d'entretenir un truc, tu légende. vois, et de continuer à avoir de la motivation. Ouais. Mais après, oui, tout le côté, en effet, quand ils envoient, je sais plus qui, en Judée et tout, là, on est sur de la grosse quête, quand même, de la grosse mission. Parce qu'après, t'as aussi tous les petits trucs de dragons, de machin, à tuer, où là, c'est quand même plus tranquille. Mais ouais, ouais, est-ce que c'est pas les dieux qui orchestrent, en fait, tout simplement tout ça pour leur faire faire des trucs? Mais ce qui est assez Peut-être. drôle, c'est que la Dame du Lac, potentiellement sait ce que c'est, mais elle n'a pas le droit de le dire. Ah ouais? Ah, il me semble qu'il y a un épisode où la Dame du Lac dit... Enfin, Arthur dit, mais vous pouvez pas me donner plus d'indices sur le Graal, parce que franchement, là, au moins, c'est quoi comme objet et autres? Et fait, je peux pas vous le dire, il faut que vous trouviez tout seul. Ouais, donc c'est pas quelque chose. Donc, Enfin, c'est pas tangible. C'est pas quelque chose de palpable. Il est pas palpable, ce Graal. peut-être pas. Je pense que c'est une idée. Le Graal, c'est une idée. Est-ce que tu penses que du coup, dans le film, on va repartir sur cette idée et quête du Graal, ou c'est un sujet qui va complètement passer à la trappe et on va passer sur autre chose de plus... Bah, s'il y a bien une trilogie, je pense que ce serait peut-être l'objet du 3. Le 2, ça va être une reconstruction, je pense, du royaume. De réunification. Et d'Arthur. d'Arthur. Bah, Arthur et le royaume, c'est la même Oui. entité, un peu. Hein, et je pense que ça va être plus un film de reconstruction.
Et ensuite, peut-être, se repenchera-t-on sur la quête du Graal, mais il faut bien raconter quelque chose. Ouais. Et je pense que Alexandre Astier a à cœur de raconter aussi la quête du Graal. Donc, Ou peut-être laissera-t-il ça en suspens pendant très longtemps pour justement Ça. garder ce mystère de ouais. qu'était Qu'est-ce que le ce Graal. Sachant qu'il y a eu pas mal de théories, comme quoi la sorte de corbeille de fruits qui en fait était la couronne à l'envers aurait pu être le Graal puisque c'était un récipient. Il y a J'avais jamais entendu celle-là. Ah ouais Il y a énormément La de jatte. théories. Ouais. Si auditeurs vous êtes intéressés par ça, il y a énormément de vidéos partout sur internet avec beaucoup plus d'analyses détaillées sur chaque personnage, objet, quête et compagnie. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de théories sur ce Graal. C'est clair. J'aime bien la tienne. Corne d'abondance. Oui, corne d'abondance, effectivement. Je pense que si ça avait été ça, Caradoc Il l'aurait l'aurait trouvé trouvé. depuis longtemps. Hein, Très mais... clairement. Il aurait été motivé. Voilà. C'est Ou un sûr. saucisson. Si Le sauciflard. si le Graal avait été un saucisson, t'inquiète qu'il aurait déjà été trouvé depuis longtemps. Aux noisettes. Mais ça aurait peut-être pas été la quête d'Arthur, du coup. Peut-être qu'ils Non. auraient misé sur un Ils autre auraient- cheval. Clairement. Du coup, oui. Alors, on va parler d'un autre sujet très important que tu as évoqué en tout début d'émission. Effectivement, quand la série a commencé à évoluer, il y a eu une sorte de petite scission entre les fans, puisque certains préféraient énormément et davantage la première rigolade. partie, on va dire, qui était vachement plus axée sur l'humour, sur des petits sketchs, en fait. Et n'ont pas aimé du tout le côté un peu plus sérieux des saisons qui ont suivi, alors que d'autres, au contraire, ont vachement plus apprécié les saisons qui ont suivi, qui étaient plus axées sur, justement, la quête d'une personne, en fait, le questionnement de soi-même et autres. Ouais. Et qui n'ont pas trop aimé, par contre, les premières saisons, où, bon, ça va bien 5 minutes de rigoler, mais on s'ennuie facilement, quoi. Bah, déjà, pour moi, quand tu aimes Kaamelott, tu aimes Kaamelott. Tu aimes tout, en fait. Aimer une moitié, une partie, bah, c'est que non. C'est que t'aimes pas Kaamelott. Parce que c'est tout ça, Kaamelott. C'est tout cet univers qu'Alexandre Astier a eu envie d'amener. Je pense qu'il avait ces idées-là dès le départ. Hein. Il savait très bien où il voulait amener sa barque, je pense. Pour moi, c'est du génie, ce revirement. C'est incroyable d'avoir réussi à impliquer émotionnellement le téléspectateur face à cet homme, parce que vraiment on parle, par contre c'est très personnel et très égocentré, hein, on va pas se mentir, on suit Arthur, c'est juste Arthur qu'on suit dans sa quête personnelle comme tu disais, dans tout ça, mais je trouve ça incroyable. Déjà il y a toujours de l'humour quand même si c'est très sombre, je pense que c'est noir, hein, on est vraiment dans quelque chose de glauque au possible, mais il y a quand même toujours un peu d'humour qui moi me touche encore plus, parce que quand on te fait une petite blague à un moment où ça va pas, elle résonne encore plus fort. Mais ouais, c'est là que tu t'intéresses vraiment à ce qui se passe au personnage. C'est pas juste une suite de blagues qui sont certes très drôles, mais bon, enfin, ça manque un peu de substance, voilà. Tout ce côté sérieux, c'est incroyable. C'est trop bien, c'est trop bien. J'ai des scènes qui m'ont marqué. Et en fait, moi, la saison 5, pour te dire, j'ai regardé toutes ses formes. Parce qu'elle a été diffusée une première fois. Ils avaient diffusé des épisodes longs. Mais pas, il n'y avait pas tout, c'était monté, raccourci quand même. Je les avais enregistrés en cassette à l'époque sur mon magnétoscope. Je les connaissais par cœur. Après, ils ont tout redécoupé en petits épisodes pour que ça puisse passer tous les jours. Et là, il y avait l'intégrale. Et seulement après, on avait pu avoir le DVD, où là, il y avait vraiment le montage avec tout en épisodes longs pour avoir toute cette narration qui peut se dérouler. Parce que découper en épisodes courts, c'était absurde, ça marchait pas. Mais j'avais vu tous les formats de cette saison-là. Et le fait que ça s'étende sur des épisodes longs, c'est hyper intéressant parce que tu peux installer vraiment quelque chose, une ambiance, un impact émotionnel. Non, c'est hyper important. Et il y a eu des scènes qui sont... Mais il y a une scène notamment qui me bouleverse dans la saison 5, mais qui vraiment, c'est quand la Dame du Lac, déchue, clocharde, sale, débarque dans la grotte de Méléagant et ce salaud de Lancelot. Et cette scène où elle se fait malmener, et tu la vois avec la peur dans les yeux, les lèvres qui tremblent, elle chiale. Cette scène-là, elle m'a bouleversée, vraiment. Et je crois que c'est une de mes scènes préférées de Kaamelott, deuxième moitié. Et ça, tu peux pas l'avoir dans les petits épisodes.
quelque chose qui te bouleverse à ce point-là, tu peux pas l'avoir. Et pour ça, il a fallu construire quand même tous ces épisodes. Il y a quand même des personnages auxquels tu t'attaches au fil des saisons, des premières saisons. Mais là, tu sens qu'il y a un revirement vraiment fort sur ton impact au personnage. Même des personnages comme Léo Dagan, comme Perceval, ils ont tous des échos différents dans cette saison-là, je trouve. Et qui est hyper fort. Est-ce que tu penses du coup qu'on avait besoin des premières saisons d'humour, de bienveillance avec les personnages, un peu comme s'ils étaient un peu intouchables, pour finalement avoir autant d'émotions sur les saisons qui ont suivi, pour justement voir ces personnages un peu déchus, subir des revers de vie. Confrontés à des vrais problèmes. Ouais, c'était hyper important. Mais parce que là, tu sors juste la saison 6, la saison 5 de Kaamelott comme ça, en premier jet, t'as jamais... Enfin, le reste n'existe pas. Tu balances ça et tu fais, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça m'intéresse pas, parce que tu connais pas les anges, tu connais pas les personnages, tu connais pas leurs liens. Même si c'était plus léger, tu vois quand même une petite évolution qui se crée entre eux et tout. L'un ne va pas sans l'autre, c'est impossible, je pense. Tu t'en fous, ces personnages. Si tu découvres juste la saison 5... Okay. Disons que tu t'accroches pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai fait découvrir plus à ma copine Kaamelott. Elle connaissait vaguement, c'est la rigolade, machin. Et en fait, on a fait de manière chronologique. On a commencé par la saison 6. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Et elle a adoré de le voir comme ça. Découvrir à travers la saison 6, ça lui a vachement plu. Elle a beaucoup aimé la saison 6. Saison 6, je rappelle, c'est celle qui se passe à Rome, c'est ça. Exactement. Sur l'adolescence de Arthur et comment il est devenu roi de Bretagne. Son arrivée au pouvoir. Et en fait, d'avoir le background des personnages, ça lui a beaucoup plu. Et après, du coup, elle les aimait bien dans la version courte. Et après, la saison 5, cette apothéose incroyable de noirceur. Mais en même temps, tout prend du sens, quoi. Ouais. Ok. Du coup, on va s'arrêter là avec les petites questions, parce que moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce que t'as un épisode préféré ? Oula, c'est très dur, ça. Dans les courts, dans les épisodes courts. Je pense que mon épisode préféré, ça reste un épisode entre Arthur et Perceval. Celui où Perceval lui dit qu'il l'aime pas ? Alors non. C'est pas un épisode qui a beaucoup marqué les gens. C'est Arthur, Perceval sont autour d'une table et les morts, qui sont un peuple, sont invités à cette table également. Oui. Et en fait, on ne sait pas pourquoi. Hein. Honnêtement, c'est même pas de la stupidité, c'est juste que Perceval a envie de faire des jeux de mots à ce moment-là. Oui. Peut-être parce qu'il est très stressé, parce que du coup, les morts sont un peuple pour qui il faut rôter à la fin d'un repas pour montrer qu'on est content, et il ne sait pas rôter. Et du coup, vu qu'il est hyper stressé, peut-être qu'il fait plein de jeux de mots. Mais en tout cas, il arrête pas de placer le mort aux dents, etc. Il a commencé à faire des sortes de liens bizarres entre le mort et les chevaux, ce qui énerve énormément le peuple. Et Arthur est coincé entre les deux, et tu vois ce côté de « Non, mais faites pas attention, machin », parce qu'il veut vraiment, à la fois protéger Perceval, et en même temps, il est quand même en train de signer une sorte de traité de paix. En train de négocier un truc hyper important. Et qu'à la fin, Arthur est vraiment à bout, et... il met une droite à Perceval parce qu'il sait plus comment gérer la situation, et je trouve qu'en fait ce moment définit tellement bien leur relation. Arthur essaye toujours d'écouter Perceval. La première fois que Perceval fait un jeu de mots, Arthur se penche. Perceval dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, machin. Il y a de la discussion d'abord, ensuite c'est un peu une menace en mode taisez-vous, vraiment, faut arrêter. Voilà. Et pour finir, c'est la mandale, parce que vraiment, il y a plus d'autres solutions. Et c'est pas... En plus, le geste n'est pas méchant, c'est juste on arrête là. C'est vraiment, voilà. Stop. Et l'équivalent d'une fessée pour un enfant. C'est ça, mais non, mais c'est vraiment la disparition de Perceval qui d'ailleurs tombe de son bord, donc on ne le voit plus à l'image. C'est vraiment le cut. On arrête. Pas plus de bêtises, stop. Mais du coup, il y a vraiment ce lien un peu paternel complètement. entre Arthur et Perceval qui, je trouve, est très attendrissant. C'est vrai. Chouette épisode. Ouais, j'aime bien celui-là. Mais il n'est pas vraiment très connu, donc... non, c'est vrai. Voilà. Alors, du coup, on va passer à notre dernière partie de l'émission. C'est l'heure de payer l'addition, Sarah. C'est l'heure de payer l'addition. Addition. L'addition, s'il vous plaît. Pour te remercier de ta présence à cette soirée pizza, entre guillemets, je te propose la pizza 4 fromages pour finir en beauté. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Je vais te donner une citation et tu vas devoir deviner de qui elle est. Évidemment, cette citation vient de Kaamelott. J'espère. Il y a 10 tours. Si tu réussis, tu gagnes un point.
par réponse. Ok. Et sachant qu'à la fin de la saison, il y aura un tableau avec tous les points. Ok. Tout le monde. Voilà. Ah ouais, classement et tout. Tout à fait. Très bien. Première question. Nouvelle technique. On passe pour des cons, les autres se marrent, et on frappe. C'est nouveau. J'hésite. Faut savoir que c'est hyper dur, cher auditeur, parce que là, il n'y a pas l'intonation, il n'y a pas la De voix. ouf. Du coup, c'est vraiment pas Ah, tu me la facile, sors facile. neutre. Tu C'est peux me la le but. redire, s'il te plaît? Nouvelle technique. On passe pour des cons, les autres se marrent, et on frappe. C'est nouveau. J'hésite entre Léo Dagan et Arthur. Allez, je vais dire Arthur. Et c'est une bonne réponse. J'étais vraiment pas sûre de moi. Deuxième citation. Moi, avant, j'avais 2 ennemis. Les épinards et la grammaire. Aujourd'hui, je bouffe plus d'épinards, et pour la grammaire, j'ai la botte secrète. Il y a un gros indice quand même dans la Oui. citation. Ça se joue entre deux, hein, mais je crois que c'est Caradoc. Non, C'était Perceval. Oh non. Moi, dans la vie, j'avais 2 ennemis. Le vocabulaire et les épinards. Maintenant, j'ai la botte secrète et je bouffe plus d'épinards. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. Du coup, oui, malheureusement, c'était Perceval. Bon, je n'ai qu'un point pour l'instant. C'est déjà bien un point. Deuxièmement. Oh, vous, toujours vous. Mais allez chier dans une fiole, on verra après. Elias de Kellywick. Tout à fait. Ouais. Oh, vous, toujours vous, mais allez chier dans une fiole, on verra après. Quatrième citation. Quatrième. Moi, j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne. Personne. Léo Dagan. C'est une bonne Ouais. réponse. Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne. Citation suivante. Alors le chevalier, il crie aux Romains. Eh, vous vous prenez pour le Colisée? C'est Merlin. Tout à fait. Et c'est non-blague. C'est pas une blague. Alors le chevalier écrit aux Romains, « vous vous prenez pour le Colisée ?» Citation suivante. Non, mais c'est bon, on fait marrer tout le monde avec nos purées de chenilles à la framboise et nos couilles d'oursin aux amandes. Ah, il me faut son nom. Eh oui. Il me faut son nom. Caius. Tout à fait, c'est Ouais. Caius le Romain. Mais si, on fait marrer tout le monde là avec nos chenilles à la purée de fraises, nos couilles d'oursin aux amandes, je sais pas quelle autre saloperie là. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça immonde, les plats qu'ils citent à Oui. chaque fois. Je ne sais pas si c'est vraiment historique et qu'il y avait vraiment... Franchement, c'est possible hein, que ce le soit. Alors j'ai un doute, hein, parce que je ne suis pas spécialiste en oursins, mais je ne suis pas sûre que... Que les oursins aient des couilles. Voilà. C'est vrai. Il me semble que leur reproduction ne se passe pas du tout de la même façon, et c'est Non. plus ils lâchent des sortes de Non, mais je spermatozoïdes crois dans qu'on l'eau. mange les parties génitales de l'oursin. Hein. Mais je crois qu'on mange Je l'oursin crois tout que c'est court. ça. Ouais. À se renseigner. Oui, en tout cas, en termes de couilles, non. Voilà. Ça, je ne crois Un pas. jour en effet. peut-être qu'on fera une émission dégustation. Non, merci. on Ça aura se la passe en moi. réponse. Je te laisserai inviter quelqu'un d'autre pour celle-là. Citation suivante. J'y connais rien, hein, mais à votre avis, le fait que vous me touchiez pratiquement jamais, ça a une influence sur la fécondité? Guenièvre, évidemment. Tout à fait. J'y connais rien, mais à votre avis, le fait que vous me touchiez pratiquement jamais, ça a une influence sur la fécondité? Citation suivante. Je suis pas une spécialiste, mais à mon avis, là, vous allez mourir, hein. Ah, petite hésitation. C'est un être magique, ça c'est sûr. Non, c'est la Dame du Lac. Tout à fait, c'est la Dame du J'ai Lac. hésité avec la fée Morgane. Effectivement. Qui qui- pourrait, je la vois bien dans son ton. dans sa Elle vient voix. mais à un moment, elle vient chercher Arthur aussi, Ouais. qui est plus ou moins en train de pisser le sang. Je suis pas une spécialiste, mais à mon avis, là, vous allez mourir, hein. Alors, citation suivante. Ça va, je vous force pas à manger des briques non plus. Ce serait Dame Célie Tout à fait. avec sa tarte. Avec ses tartes. Ouais. Non mais n'exagérez pas non plus, je vous demande quand même pas de manger des briques. Et dernière citation. J'aime bien dire que les trucs sont pas de mise. Je trouve ça hyper classe. Wow. C'est peut-être la plus dure. C'est la plus dure pour moi. Ouais. Parce que j'ai. Tu peux me redire? J'aime bien dire que les trucs sont de mise. Je trouve ça hyper classe. J'hésite entre Perceval et Gauvin. C'est les deux seuls personnages que je vois dire les mots hyper classe. Allez, on va dire Gauvin. Et c'était Yvan. Ah non! J'aime bien dire que les trucs sont pas de mise, je trouve ça hyper classe. Mais oui, mais je pensais à Yvan en Voilà. plus, mais quel boulet! J'avais Yvan en tête et j'ai dit Gauvin comme une débile. Hyper classe, Pardon. il l'utilise souvent. Oui, Hein, quand mais il vient oui. chercher le roi en disant Sire, et en arrivant au courant, et après il fait Ah, je trouve ça hyper classe quand Oui. j'arrive comme ça. Ah non, je suis dégoûtée parce que là j'ai fait une erreur bête parce que j'avais vraiment Yvan en tête.
Ça me compte un demi-point ou pas? Non. Je suis désolée. J'ai fait que 8. Les règles sont les règles. J'ai honte. 8 sur 10, c'est pas mal, hein, non, déjà. j'aurais dû avoir les 10. J'aurais dû avoir les 10, je m'en veux. Ton cœur de fan est déçu. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est sur cette dernière partie de jeu que nous allons nous quitter. Sarah, est-ce que ça t'a plu, cette émission? Beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée, c'était trop bien. Trop bien. C'était un plaisir. Et on se retrouve à la prochaine émission avec une autre invitée sur un thème qui sera évidemment différent. Au revoir. À bientôt.